tous, découvrons tout de suite ensemble les grands titres de cette édition. L'inauguration du nouveau club bouliste de Monaco à Fontvieille. La présentation de la nouvelle promotion des viviers, ces jeunes diplômés appelés à intégrer l'administration. Le gala annuel de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Et puis à Paris, Venturi fête ses 30 ans d'existence au Mondial de l'Auto qui ouvre ses portes ce week-end. 2 étages de terrain, des installations performantes qui feraient pâlir d'envie les autres clubs de la région. Vendredi a été inauguré le nouveau club bouliste de Monaco à Fontvieille en présence du prince souverain. Le récit de Fabien Bonilla. Un nouveau terrain de jeu pour les amateurs de boules. Le souverain vient d'inaugurer le tout nouveau clos bouliste de la Principauté. Inauguration en présence de près de 500 personnes ce vendredi matin. Cet espace de jeu, situé à Fontvieille, au 4e et 5e étage d'un immeuble ultra moderne, vient d'être béni. Moi j'ai 60 ans et je pense n'avoir jamais vu un endroit si magnifique à tous les niveaux, au niveau de la restauration, des jeux, des terrains, du cadre, enfin on a tout pour nous. C'est un clos qui est à la hauteur de la Principauté. Magnifique, extraordinaire. Ce sont au total 31 terrains de pétanque et 8 terrains de longue. Et comme pour chaque club, la qualité de la surface est bien particulière. La surface que nous avons réalisée est tout simplement parfaite pour la pratique de la pétanque, mais pour la pratique de haut niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'approximation. C'est vraiment un jeu, c'est très technique. C'est-à-dire que pour employer des termes techniques, le joueur qui va pointer doit attraper des données, il doit éviter les pierres. Celui qui tire doit tirer au fer. Au fer, ça veut dire vraiment dans la boule, sans toucher terre avant, ou presque. Si vous voulez, c'est vraiment le terrain qui est fait pour le beau jeu, c'est pour la promotion de la pétanque et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Un retour aux sources pour tous les boulistes de la Principauté. C'est ici même que le tout premier club bouliste de Monaco était inauguré en 1954 par le prince Régnier. Après cette cérémonie officielle, place à la compétition avec le trophée des personnalités dont une triplette à surveiller de près. Triplette composée du souverain, de Marc Costa et du champion du monde de pétanque en 2012, le gaucher Dylan Rocher. Nous reviendrons sur cette compétition sympathique et conviviale lundi dans le Mag Actu Sport sur Monaco Info après le journal de 19 h. Les jeunes diplômés qui souhaitent entrer dans l'administration viennent d'intégrer le vivier. La nouvelle promotion a été officiellement présentée au ministre d'État lors d'un petit déjeuner vendredi matin auquel assistait Christine Datomel. Un gage sur le futur. 5 jeunes diplômés titulaires d'un bac+4 viennent d'intégrer le vivier pour une durée de 1 an. Ces jeunes monégasques, 3 filles et 2 garçons, bénéficient durant cette période de formation pouvant ouvrir des débouchés sur des postes clés dans la fonction publique. Le vivier, un service rattaché à la direction des ressources humaines depuis plus de 10 ans et que dirige Valérie Viora-Puyot. Elle nous présente cette nouvelle promotion. Ils ont des profils très différents, que ce soit en communication, en commerce, en affaires internationales et relations politiques par exemple, ou en finance. Donc ces 5 jeunes intègrent aujourd'hui, après l'accueil que le ministre d'État leur a réservé, la formation supérieure d'administrateur. Et donc nous sommes heureux de les accueillir pour une année. Un concours d'entrée ouvre la porte de la formation. Les lauréats sont au préalable présentés à tous les chefs de service des différents départements, mais aussi aux institutions de la Principauté, comme ici au ministre d'État lors d'un petit déjeuner donné pour l'occasion à la résidence de Michel Roger. Intégrer le vivier, une opportunité pour ces jeunes monégasques. En tant que monégasque, c'est un gros avantage pour nous qu'on va pouvoir suivre une formation et mettre à disposition nos compétences au service de la Principauté et donc continuer à moderniser et à faire de ce pays un grand pays. Plus qu'un avantage, je dirais que pour moi, ça a été une opportunité puisqu'en fait, j'étais auparavant à l'ambassade de Monaco à Londres où j'ai pu travailler 2 années. Et à l'instant où je suis revenu sur Monaco, il y avait le vivier qui s'organisait. Donc j'ai saisi l'opportunité pour intégrer l'administration, comme nous l'a précisé Monsieur le ministre d'État. C'est la voie principale pour intégrer les hautes fonctions au sein du gouvernement de l'administration monégasque. Durant 1 an, ces jeunes apprentis découvriront les métiers de la fonction
fonction publique et leur rouage, grâce notamment à 2 stages de 4 mois dans différents services de l'administration. Ayant une formation de sciences politiques et une expérience en ambassade, bien entendu, c'est les relations extérieures qui me parlent le plus, on va dire. Mais j'ai l'esprit assez curieux et je veux dire, si des propositions intéressantes se présentent dans d'autres départements, ce sera avec grand plaisir. L'essentiel étant de servir Monaco et de profiter pour acquérir le maximum de connaissances. Je souhaiterais m'orienter vers le département de l'Intérieur pour tout ce qui est éducation et sport. Un oral de titularisation validera ensuite les acquis et les jeunes diplômés se verront proposer des postes vacants au sein de l'administration monégasque. Jeudi soir, la prestigieuse salle Empire de l'Hôtel de Paris accueillait le gala annuel de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. L'occasion de revenir sur 10 ans d'action. Le reportage d'Alexandra Pani. Elles sont issues de domaines de compétences variés, immobilier, industrie, cosmétique ou encore énergie renouvelable. Le 15 juillet 2004, ces femmes chefs d'entreprise ont créé leur propre association pour porter haut et fort leurs droits et leurs intérêts en principauté. La FCEM est une branche de l'Association mondiale qui regroupe aujourd'hui 40 pays. Nous sommes toujours impliqués dans tous les congrès mondiaux ainsi que dans tous les comités mondiaux. Nous avons toujours une présence depuis le début. Et moi-même, j'ai été nommée depuis plus de 2 ans maintenant secrétaire général adjoint au mondial. Ce qui fait que Monaco, bien qu'étant l'association la plus petite dans le mondial, parce que nous sommes un petit pays, mais quand même nous avons notre place au steering, c'est-à-dire que dans les 11 membres du bureau mondial, eh bien, Monaco est présent. Cette association monégasque intervient également sur la scène internationale et notamment dans certaines régions d'Afrique. Pour mémoire, en 2013, la FCEM récompensait 6 jeunes femmes sénégalaises engagées dans des projets de création ou de développement d'entreprises. Nous avons déjà préparé un programme important pour aider des femmes chefs d'entreprise à l'étranger, notamment dans les pays défavorisés, pour créer des entreprises. Nous allons continuer ce processus et peut-être dans d'autres pays. On avait fait d'abord le Sénégal. Et maintenant, nous allons passer le projet en association avec l'Association mondiale. Et pour pouvoir toucher d'autres pays, notamment dans d'autres pays d'Afrique, comme le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, etc. Et on va pouvoir le faire grâce au réseau mondial. Le prince souverain était présent lors de cette soirée pour célébrer, aux côtés de sa présidente, les 10 ans de l'association. Il a souligné leur dynamisme et leur implication à Monaco, mais également à l'international. Il est important de rappeler que l'association propose à ses membres tout au long de l'année des formations telles que la prise de parole en public, la gestion du temps ou encore la communication au sein de l'entreprise. Direction Paris, où s'ouvre ce week-end le mondial de l'auto. Une équipe de Monaco Info a pu découvrir en avant-première l'édition 2014 lors des journées presse qui précèdent traditionnellement le week-end d'ouverture. Un constructeur automobile monégasque, Venturi, participe au mondial de l'auto cette année encore. Vanessa Dessy nous retrace le parcours de la firme qui fête ses 30 ans d'existence. C'est un fier trentenaire que Venturi s'affiche au mondial de l'auto à Paris. 1984-2014, le constructeur fête donc ses 30 ans d'existence. C'est en 2000 que Gildo Palanca-Pastor rachète la firme en difficulté en opérant un virage stratégique, développer des véhicules de sport électriques. Une idée aussi radicale qu'innovante pour relancer l'entreprise. Je crois que Gildo a toujours été un aventurier, quelqu'un qui aimait bien explorer les terres inconnues, technologiques en l'occurrence. Et je crois que ce qui nous a tout de suite attiré, c'est finalement l'idée de révolutionner un peu les choses et de marquer l'histoire. Et c'est vrai que lorsque Venturi, quand on voit la première Venturi très élégante, signée de la main de Gérard Godefroy, on retrouve cette élégance aussi aujourd'hui sur l'America par exemple, et toutes les séries qu'on a fait avant comme Fétiche et Volage. Mais il y a une dimension technologique qu'il n'y avait pas avant, une dimension vraiment où l'idée est de se projeter vraiment très loin dans le futur et ramener tout ce qu'on pouvait imaginer dans le futur au présent pour un usage quotidien.
Et tout va très vite pour Venturi puisque le groupe PSA choisit le constructeur automobile pour réaliser ses 1000 premiers berlingots et partenaires électriques. Depuis 2009, la firme se lance une série de défis technologiques visant à démontrer la fiabilité et l'efficacité des véhicules de ce genre dans des conditions extrêmes. Des périples reliant Shanghai à Paris ou une bonne partie du continent africain sont réalisés avec succès. La firme monégasque fabrique également une voiture électrique résistant à des températures extrêmes de moins 50 degrés, à destination de scientifiques permettant de pénétrer dans des zones sanctuarisées de l'Antarctique. Et avec ses Venturi Global Challenge, le constructeur obtient plusieurs records et premières mondiales. VBB3, c'est un challenge extraordinaire parce qu'on est en train de prouver, ni plus ni moins, qu'on peut battre des records extraordinaires avec une motorisation électrique. Et il y a clairement un lien entre ce qu'on est en train de faire avec VBB3, c'est absolument pas gratuit, puisque l'idée c'est d'expérimenter un peu ces technologies extrêmes et de la ramener dans nos véhicules comme America pour un usage quotidien. La firme ne s'arrête pas là puisqu'elle vient de créer en partenariat avec l'acteur américain Leonardo DiCaprio une écurie automobile 100% électrique. Venturi est donc engagé au championnat de Formule E FIA. Vous venez de l'entendre, Venturi participe cette année à une très belle aventure, le premier championnat de Formule I dont la première étape a été jugée à Pékin au mois de septembre et s'est soldée au final par un crash spectaculaire. Nicolas Mauduit revient sur cette première expérience en Formule I. On fait un bilan très positif malgré le crash. Très positif, pourquoi? Parce qu'on s'est plutôt bien positionné grâce au team et à nos deux pilotes, Nick Heidfeld et Stéphane Sarrazin sur la grille. Et ensuite, on a Nick donc disons sur la fin a failli gagner cette première manche, qui aurait été évidemment fantastique pour nous. Bon, c'est la course, ça arrive. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. De son côté, Stéphane, suite à un petit souci en qualification, est parti plutôt en fond de grille et a bien remonté puisqu'il a remonté la moitié du plateau, ce qui est assez exceptionnel. Donc très belle course également de Stéphane Sarrazin puisqu'il termine 9e et il permet de ramener 2 points à l'équipe. Ce qui est une bonne chose également. Donc voilà, bilan très positif, le team a été présent, efficace, nos deux pilotes ont été également très bons. Également un point très positif vis-à-vis de la sécurité du véhicule, à la fois suite au crash en particulier, puisque la voiture a été quand même malmenée et le pilote en sort indemne. La voiture également sort, la coque de survie est respectée. Et puis la batterie, là aussi, est très faiblement touchée puisqu'elle fonctionnait encore après l'incident. Donc voilà. Tous ces éléments-là font que pour nous c'est très positif. Et puis on est en train de préparer la Malaisie, donc avec sur la partie simulation et tout ce qu'on a pu apprendre pendant cette première course à Beijing. La Principauté se mobilise à l'occasion du mois international de lutte contre le cancer du sein. Elle participe à l'opération Octobre Rose qui est soutenue à Monaco par l'association Pink Ribbon. Les explications d'Émilie Rousseau. C'est une campagne mondiale qui vient de débuter cette semaine, celle d'Octobre Rose. Plus de 40 pays se mobilisent lors de ce mois international de la sensibilisation du cancer du sein. À cette occasion, près de 200 grandes villes ont illuminé leurs monuments roses. En Principauté, la façade de l'hôtel Métropole ainsi que le casino de Monte-Carlo se sont éclairés de cette couleur, symbole de la lutte contre cette maladie qui concerne presque 50 000 femmes en France. C'est d'ailleurs le cancer le plus répandu et le plus mortel chez la femme. Octobre Rose les incite donc à faire une mammographie de dépistage qui pourrait leur sauver la vie, car plus tôt le cancer est dépisté, plus il y a de chances de guérison. Il faut continuer à dépister régulièrement ces patients jusqu'à un âge avancé. Dans nos pays où les femmes ont la chance de vivre longtemps, il y aura à peu près une femme sur 8 qui va être exposée et qui va malheureusement avoir un cancer du sein au cours de sa vie. Donc c'est effectivement une fréquence très importante et ce qui va toucher quasiment toutes les familles. Et pour faire passer ce message, la Principauté peut notamment compter sur Pink Ribbon Monaco. Créée il y a 4 ans, cette association organise plusieurs événements tout au long de l'année.
On peut par exemple citer la Pink Ribbon Walk lors de la Monaco Run ou le Paddle for Pink qui a eu lieu dernièrement. Bien sûr, on essaie de pousser les gens à se faire dépister automatiquement avant qu'ils sentent nécessairement quelque chose de suspect, de savoir quel geste faire avant que ce soit trop tard, parce que plus on a de temps, plus on a une détection rapide, plus on a des chances de vaincre la maladie. Aussi, on essaie de faire une prévention en forme de santé. Donc on essaye de montrer une hygiène de vie différente, peut-être des options différentes, d'encourager les gens d'écouter leur corps et de peut-être faire des choix différents dans leur santé, dans leur vie de tous les jours. D'ici quelques mois, un nouveau centre de scénologie ouvrira ses portes au centre hospitalier Princesse Grace, un centre qui accueillera désormais les patients dans leur prise en charge de A à Z. Lors de cette réception à l'hôtel Métropole, l'artiste Toby Wright a d'ailleurs offert l'une de ses œuvres afin qu'elle soit exposée dans les nouveaux locaux. Le titre c'est Force intérieure et donc je préfère ne pas trop parler de l'œuvre et pointer du doigt tous les détails, mais en gros, c'est une œuvre qui veut essayer de mettre en avant une énergie intérieure de la personne en mélangeant un peu de la pudeur aussi. Le cancer du sein demeure un enjeu de santé publique majeur. C'est pour cela que le gouvernement princier va lancer en 2015 une nouvelle campagne en principauté de prévention destinée aux femmes de plus de 50 ans. Et alors que l'on parle de la lutte contre le cancer du sein, eh bien sachez-le, ce week-end est organisée ici même à Les Sauvégo, une opération baptisée Trot and Roll. Elle est organisée par la Fondation Flavien qui souhaite sensibiliser le grand public et contribuer à la lutte contre les cancers pédiatriques et maladies rares. Dans l'actualité toute image, l'anniversaire de l'association des anciens élèves des Frères de Monaco. Une grande fête était organisée jeudi soir au lycée technique et hôtelier de Monaco à l'occasion du 65e anniversaire de la création de cette association. Près de 150 personnes y participaient, dont le maire Georges Marsan, le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et de nombreuses autres personnalités de la principauté. Avant de refermer ce journal, les prévisions météo pour les jours qui viennent. Samedi, maintien du temps sec, beau et assez chaud, nuages discrets, temps calme dans la matinée, légère brise de mer dans la journée. Dimanche, moins de soleil que les jours précédents, temps très doux, nuages plus nombreux en cours ou en fin d'après-midi, risque d'une courte averse en soirée, vent faible. Lundi, ciel incertain, un peu menaçant dans la matinée, éclairci dans la journée, peu de changements de température. Mardi enfin, temps sec et assez ensoleillé, nuages dans la matinée, température bien agréable. Ainsi se referme ce journal. Dans un court instant, la suite de nos programmes avec notamment un magazine préparé par Vanessa Dessy et consacré à la vie des ports de Monaco.